Mesdames, j'aimerais maintenant vous inviter à assister à la discussion et à écouter les récits de 3 femmes entrepreneurs qui, comme vous, à un moment, ont dû aller chercher des financements pour implanter leur entreprise sur le marché. Comment est-ce qu'elles ont géré? Est-ce que ça a été difficile? Elles vont nous le raconter parce que c'est un passage pas toujours évident. Donc pour ça, je vous présente Catherine Karam, qui est créatrice de Rouge Cobalt. Je vous invite à venir sur scène. Merci. Tu peux t'asseoir où tu veux. Sandra Legrand, présidente de Confanco et, comme elle dit elle-même, récidiviste dans la création d'entreprises. Et Frédéric Montrésor, qui vous la connaissez déjà, elle est présidente d'Actionnel, mais là, qui va nous parler en tant que créatrice de Bleu Reflet et Bleu Ébène. Et j'aimerais bien rajouter à cette discussion Assia Ziane, que vous avez rencontrée tout à l'heure, directrice générale d'Actionnel. Alors Assia, je viendrai vers toi tout à l'heure. J'aimerais déjà commencer par vous 3, mesdames. Vous évoluez toutes les 3 dans des domaines très différents. Alors vous avez 3 micros là que vous pouvez prendre. Est-ce que déjà, en une phrase, vous pouvez me dire dans quel secteur vous êtes actuellement, où vous avez été? Parce que je sais qu'il y a plusieurs entreprises qui se baladent là. Dites-nous. Tu peux commencer. C'est bon, ça, vous m'entendez? Là, ça marche? Oui. Moi, je suis dans le secteur du loisir. J'ai une agence de design et j'ai aussi créé une entreprise qui gère des parcs pour TF1, des parcs T'es Fou, que j'ai à Lille et dans le sud de Paris. Merci. Alors moi, j'appuie. Normalement, ça va t'allumer, sinon juste appuie. Voilà. Ça marche, oui. Yes, Bonjour. Moi, alors, j'ai créé plusieurs entreprises. Donc, la dernière est dans l'éducation, s'appelle Yapuka, que j'ai co-créé avec une de mes amies. Et on fait des entraînements à l'employabilité des jeunes, donc tout ce qui est pitch pour concours école, stage, premier job, apprentissage. Et par ailleurs, moi, j'ai 3 activités. La première, c'est conférencière, animation de séminaire. La deuxième, c'est coach de dirigeants, plutôt pour les aider un petit peu à la croissance. Et puis, j'ai des boards, des conseils d'administration. Voilà. Et à côté de ça, je suis aussi... j'ai ma part de bénévolat, donc je suis aussi présidente de Entreprendre pour apprendre, qui fait partie de Cap Créa, dont parlait Hélène tout à l'heure. Merci. Et toi, Frédéric? Donc là, actuellement, je suis dans tout ce qui est les nouvelles technologies, donc IA et réalité augmentée dans l'univers du luxe, pour essayer tout ce qui est bijoux et montres de luxe. Et j'ai une entreprise dans tout ce qui est communication digitale. Merci beaucoup. Alors, le thème pour cette table ronde est le jour où j'ai osé gagner de l'argent. Question discrète, à quel âge avez-vous créé votre première entreprise, toutes les 3? 34 ans. 38. 30 ans. D'accord, waouh. Ce que j'ai envie de dire par là, aucune d'entre vous est née chef d'entreprise. Donc, ce qui m'intéresse le plus, c'est quelle était votre relation à l'argent au moment où vous êtes lancé dans cette aventure entrepreneuriale? Alors, moi, effectivement, j'ai d'abord commencé chez Coca-Cola. J'y ai travaillé 11 ans et j'avais eu envie de monter une entreprise avant. Et puis, le temps passe, j'ai eu l'opportunité de rentrer chez Coca-Cola. J'y ai fait 11 ans fantastiques et ça pouvait continuer. Et en fait, ce qui m'a déclenché, c'était les années 2000, les startups, les levées de fonds, les business angels. Enfin, tout ça était très bouillonnant. Et je me suis dit, bah, tiens, OK, j'ai 34 ans, mais est-ce que c'est pas le bon timing, ce qu'on appelle le momentum chez Coca-Cola? Et donc, il faut une petite dose d'inconscience, parce que si on fait effectivement la colonne des avantages et des inconvénients ou des risques et des opportunités, il y en a une qui est plus grosse que l'autre. Et donc, à un moment, il faut se lancer. Et mon rapport à l'argent, c'était de dire, alors j'avais très peu d'économies, mais j'ai tout mis dans ma boîte. À l'époque, il n'y avait pas, ce qui est génial aujourd'hui, c'est que c'est passé en 2003 avec Renaud Dutreil, c'était le fait de pouvoir avoir des assédiques toucher le chômage pour construire son capital de société. Donc moi, j'ai tout lâché, donc j'avais rien. Et donc j'ai dealé avec mon mari en lui disant, mon mari de l'époque, je suis plus avec lui, mais on s'entend très bien, en disant, écoute, voilà, il faut quand même qu'on ne prenne pas tous les risques en même temps. Donc est-ce que toi, tu peux me garantir que tu restes quelques années là où tu es? Bon, c'était facile, c'était chez L'Oréal. Et qu'il avait déjà changé 2 fois. Et j'ai dit, moi, j'ai absolument pas changé, donc je vais prendre des risques, on va prendre des risques. Mais on va vivre sur ton salaire pendant 1 an, puisque pendant 1 an, je ne me suis pas payée. Parce qu'effectivement, de son premier investisseur, comme disait la précédente, c'est son employeur. Mais quelque part, ils aiment bien qu'on fasse un effort d'investissement. Et comme on ne peut pas mettre grand-chose, ce qu'on met, ce qu'on valorise, c'est le salaire qu'on ne prend pas. Puisque voilà, pendant 6 mois ou pendant 1 an, ça dépend de ce qu'on peut faire. Voilà.
Moi, quand je suis partie, en fait, ça faisait changer régulièrement de boulot. Pratiquement, je restais que 6 mois dans une boîte. Donc, à un moment, j'ai compris que je devais être entrepreneur. Mais donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu de la chance. Et là, on dit souvent que les délégués de personnel sont pas bons. Mais j'allais démissionner, comme je faisais régulièrement. Et là, elle m'a dit, je sens que tu vas partir. Dis à ton patron, dis au patron qu'en gros tu vas travailler en freelance et comme ça tu prends et tu commences en douceur. Pour une fois, parce que comme je vous dis, j'avais 30 ans, j'étais boule de nerfs, en train de me dire je ne veux pas rester. Et j'ai dit bon, on va suivre son conseil. Et le fait d'avoir suivi son conseil, c'est que j'ai créé mon entreprise et j'ai gagné exactement en gros le même salaire l'année de cette année-là, comme des autres années, alors que j'étais à mon compte. Très bien. Bonne transition. Et toi, Catherine? Moi, pareil, en fait, souvent la projection de soi dans le salaire, il est lié à la projection entrepreneuriale qu'on a. Donc l'ambition et son propre regard sur l'argent sont très très liés en vérité. Donc plus vous êtes ambitieuse et voyez grand, plus votre écosystème personnel à l'intérieur de ça est en proportion naturellement. Donc moi j'ai un métier où en fait j'ai rien à vendre à la base, rien qui existe. Donc je pars toujours d'une feuille blanche puisque le type il a une idée, il faut que je le mette en œuvre et que je lui fasse dire comment on va la réaliser son idée. Donc du coup il faut vraiment être une force de persuasion. Donc à force d'être une force de persuasion pour les autres, en fait on s'englobe dedans, c'est un projet qui emmène et au sein de cet écosystème-là on est cette valeur. Mais j'ai envie de dire que c'est notre rapport à nous-mêmes, notre confiance en nous, qui est liée à la confiance qu'on a dans son projet global. Et c'est dans cette démarche qu'on s'inscrit dans cette projection du rapport de l'argent. L'argent, c'est pas quelque chose de personnel et individuel qui nous concerne nous personnellement. L'argent, c'est un projet global dans lequel on va s'inscrire et dans lequel on va prendre la quote-part qui nous est due. Donc c'est en valeur à ce projet. Voilà. C'est vrai que la mauvaise raison de créer, c'est de dire je vais créer pour gagner beaucoup d'argent et devenir riche. Alors, c'est pas évident parce que moi, en 2000, quand je croisais des personnes, elles me disaient « Ah oui, je monte une start-up ». Moi, j'avais jamais entendu ce mot. Je me disais « C'est quoi une start-up ?»« Ah, mais c'est une boîte, tu la montes et au bout de 3 ans, tu la revends 100 millions. » Donc, je me suis dit, moi aussi, je vais créer une start-up. C'est pas mal comme projet, c'est ambitieux. En fait, c'est pas tout à fait ça. Alors c'est vrai qu'il y avait des valorisations à l'époque incroyables, mais j'ai envie de dire, moi je le répète à mes fils, j'ai 2 enfants qui maintenant sont grands, mais quand j'ai créé, ils avaient 1 et 3 ans, et maintenant ils ont 24 et 26, je leur dis toujours, mais ce qui est important pour vous, c'est votre projet, c'est ce que vous aimez faire, c'est vous lever le matin avec la niaque et avoir envie et de vous révéler. L'argent, ça viendra parce que le travail paye, parce que finalement, si c'est un bon projet, ça va marcher. Donc voilà, c'est vraiment, j'interpelle toujours les gens en disant, on ne se focus pas, ça ne veut pas dire qu'on se sous-paye, ça veut dire qu'on ne se paye pas, on va en parler, mais en tout cas, ce n'est pas l'objet premier. J'aimerais juste continuer avec toi, parce que justement, tu n'as pas créé une entreprise, mais plusieurs, avec des chiffres d'affaires en plus très impressionnants. Donc c'est quoi ta recette? C'est quoi ta motivation? C'est quoi ton moteur? Alors, j'ai écrit un livre sur l'ambition qui s'appelle #ambition. Donc, c'est vrai que j'aime bien poser une ambition. Donc, quand j'ai créé ma première boîte, donc après 11 ans de Coca-Cola, puis Coca-Cola, on vous dope quand même à l'ambition. Hein. C'est think positive, think big. Bref, même en post-année Coupe du Monde, on vous remet des objectifs à 2 chiffres. Donc, vous voyez, moi, j'étais quand même baignée là-dedans. Et je me suis dit, en fait, je veux créer une boîte, mais je veux créer une boîte qui devienne une belle boîte. Pas rester dans mon garage. Bon, j'avais pas de garage, c'était simple. Mais pas aussi se dire qu'on fait petit à petit. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai levé des fonds. Donc, assez vite, j'ai levé des fonds. J'ai pu faire de la croissance. Donc, la première entreprise, ça s'appelait Canal CE, après Calidea. Et c'était une société de prestations pour les comités d'entreprise. Et puis, petit à petit, en 15 ans, on a fait 70 millions de chiffre d'affaires. On a été 200 salariés. Donc, c'est vrai que je milite beaucoup pour la croissance parce que c'est un peu mon tempérament et tout le monde n'est pas obligé d'être comme ça. Moi, je dis toujours, chaque ambition se respecte. On peut travailler pour soi en freelance, on peut créer une boîte avec 10, 15, 20, 100 salariés, peu importe. Il y en a qui ont fait bien mieux que moi, bien évidemment, à la même époque. Il y en a qui ont fait moins bien aussi. Donc, mais je pense que c'est important d'être un peu... se dire que si on a une ambition, il faut mettre les moyens derrière qui vont avec cette ambition. Voilà, donc effectivement, moi, j'ai créé une première société. Comme un virus s'attrape est un bon virus, j'ai recréé derrière une entreprise, mais qui fait moins de chiffre d'affaires quand même. Et puis créer à 50 ans, c'est pas la même chose qu'à 30-35 ans, voilà, quand même.
Donc voilà, il n'y a pas de recette magique, mais je suis une militante de la croissance. J'ai d'ailleurs été vice-présidente de Croissance Plus, qui rassemble aussi des entrepreneurs qui font de la croissance. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît. D'ailleurs, je suis plus une développeuse qu'une gestionnaire. Voilà, quand ça ronronne ou quand c'est compliqué ou quand il faut vraiment travailler de façon très précise, la productivité, la faisabilité, etc., c'est moins mon truc. Voilà, chacun a son tempérament. Alors moi, ce qui m'intéresse maintenant, vraiment personnellement, pour vous trois, est-ce qu'à un moment, vous étiez face à un blocage lié à l'argent? Et comment est-ce que vous avez fait pour le surmonter? Ou est-ce que vous avez l'impression que l'argent, c'était toujours fluide? Ouf. En fait, quand j'ai créé la première société qui existe toujours, un peu tout ce qu'on a dit jusqu'à aujourd'hui, je l'ai fait. Ne pas vouloir justement avoir des employés parce que ça va être lourd, ne pas vouloir passer de tel seuil parce qu'il va falloir payer ça. Donc j'ai tout fait. Hein, je dis pas voilà. Donc par contre la deuxième, j'ai dit il est hors de question que je fasse. C'est bon, j'ai fait toutes les bêtises possibles. Donc là, cette-ci, c'est tout de suite des salariés, c'est lever des fonds directement, c'est avoir des bureaux, j'ai fait complètement le contraire. Donc, et puis en effet, avoir de l'ambition, parce que ça, je me disais, c'est vraiment mon rêve, en tout cas, que je veux faire vraiment, mettre en tout cas toute mon envie dedans, toute ma passion dedans. Et là, c'est vrai que le frein, à un moment, ça a été quand parce que voilà, il faut faire une levée de fonds. Non, on n'est pas obligé en tant que start-up de faire une levée de fonds, mais à un moment donné, quand on veut vraiment croître assez rapidement, il est nécessaire de faire. Et là, à un moment, c'était le blocage. Levée de fonds, 2 millions. Donc là, je me suis dit, il va falloir me faire être accompagné. Et donc, je me suis fait coacher. Et maintenant, dire 2 millions, je fais, 2 millions. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc, voilà. Non, mais coaché, donc qu'est-ce qui a changé, en fait, concrètement? En fait, à un moment, c'est casser ce plafond de verre qu'on a tout à un moment donné. On peut l'avoir à 50, à 100 000, à 200 000, qu'importe. Voilà, moi, c'était dès qu'on passait 1 million, j'avais du mal à dire putain, million. Et à un moment, je me suis dit non, c'est pas possible par rapport à l'ambition où je veux aller, c'est impossible. Il faut que je le dépasse, ce truc-là. Et donc, je me suis dit, il faut que je me fasse aider parce que si je reste toute seule, je n'y arriverai pas. Comme on dit, voilà, toujours être accompagné par un réseau, par autre. Il faut à un moment se poser en se disant, là, je sens que j'ai un blocage, donc il faut que je me fasse aider. C'est ce que j'ai fait. Et maintenant, même, je vois même un peu plus gros. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais voilà. Mais en effet, c'est vraiment de se dire que on a des envies, la possibilité d'y arriver. Après, des fois, quand on sent ces blocages, c'est juste se faire aider parce qu'on sait que c'est juste un petit blocage. Et derrière, on pourra arriver à son ambition, en fait. Catherine, comment ça a été chez toi? En fait, on fait vraiment face à ces peurs. En effet, le projet, alors on croit que plus on gagne de l'argent, plus c'est du temps de travail. En fait, non. Il y a plein de facteurs qui interviennent. C'est par exemple l'art de déléguer, des choses comme ça qu'on doit, sur des caps qui fait qu'on se développe. Donc les plafonds de verre, ils arrivent à différents moments. Plus que la projection de soi, c'est les capacités qu'on a à ouvrir sur d'autres possibilités de développement qui sont déléguées, évidemment, trouver des bons salariés avec qui on peut partager sa vision et sur qui on peut s'épauler. Donc c'est par ça qu'on se développe. Et en fait, ça va tout seul. Je rebondis toujours, c'est pas de gagner de l'argent qui est important, c'est de faire évoluer les choses avec une vraie vision et de la co-construire et la construire avec une équipe. Et plus vous êtes tout seul, plus vous êtes limité qu'à vous-même, donc plus vous partagez, et plus c'est un projet sur lequel vous emmenez d'autres qui vont vous donner des compléments de force, de vitalité, de vision, et plus vous irez loin. Hein. Donc c'est toujours une histoire d'équipe et tout seul, en vérité, on n'est que limité par nos propres compétences. Moi, j'ai un moment, c'est vrai qu'on hésite toujours parce que on se dit, tiens, on va leur demander d'investir, et moi, qu'est-ce que je mets par rapport à ça? Donc, à un moment, il faut se décomplexer. Il y a des investisseurs, des financeurs, et il y a des entrepreneurs. Et c'est pas la même chose. Et ce qui est important, c'est le bon tandem. Ça veut pas dire que vous mettez aucun argent dans votre boîte. Si on peut le faire, on le fait. Moi, j'ai nanti mes assurances vie à un moment, parce que j'avais pas assez d'argent, donc j'ai nanti mes assurances vie pour mettre dans ma boîte. Ce que je déconseille fortement, c'est de mettre en hypothèque quoi que ce soit. Alors là,
Moi, j'avais même dit à mes amis, surtout si j'en ai envie, arrêtez-moi. Même si je pense que ma boîte est extraordinaire, arrêtez-moi. Donc, dites-le à vos amis, parce que c'est vrai que ça nous tente toujours de se dire, mais c'est pas grave, allez, 100 000 euros, je vais faire une hypothèque et tout. Non, on n'hypothèque rien. Il y a des investisseurs qui prennent une part de votre capital. Et ça a été la magie des années 2000, de se dire, finalement, je suis pas obligé d'emprunter, je suis pas obligé d'avoir 50 000 euros d'économie pour créer ma boîte. Je demande à des investisseurs, des business angels, on les appelle comme on veut, des love money, de mettre de l'argent et on donne du capital. Donc ma première règle, c'est ne mettez rien en hypothèque, voilà. Essayez le moins possible d'emprunter. Faites d'abord ce qu'on appelle de l'equity, du private equity, alors que ce soit même des petites tickets, c'est pas grave pour démarrer. Allez chercher des prix, comme on a vu, allez chercher de la co-garantie. Les banques aussi se co-garantissent avec BPI. Donc moi j'ai des banquiers qui parfois me disent oui mais co-garantie des pays c'est que 70%. Je dis quoi? Et vous voulez pas prendre les 30% de risque qui restent? Mais attendez, à ce moment-là j'ai pas besoin de vous moi si j'ai le cash direct. Donc battez-vous avec les banquiers. Moi j'en avais 5 à la fin de banquiers, j'avais 5 banques. J'ai démarré avec une, j'ai failli mourir 3 fois, mais à la fin j'en avais 5. Donc jamais une seule banque, toujours 2. Et à un moment, vous les mettez un peu dans leur retranchement, quoi, en disant, écoute, si vous voulez financer l'emploi, l'économie, la croissance, les entrepreneurs, prenez un petit morceau du risque. BPI, heureusement, est arrivé et en prend 50, 60, 70. Donc arrêtez de négocier pour les 30% qui restent. Vous les prenez et moi je travaille... Et je vais essayer de faire fructifier cet argent. Merci, c'était tout de suite ma prochaine question. Là, on est parti sur du concret. Non, mais c'est parfait. J'aimerais aussi savoir de la part de vous deux, pour les jeunes entrepreneurs donc, qui se lancent à l'instant même, c'est quoi vraiment un conseil pratico-pratique que t'aurais aimé avoir quand tu t'es lancé? Alors surtout éviter, je dirais au premier moment de commencer sur ses fonds propres. En effet, il y a plein d'aides, surtout des aides pour les femmes. Donc peut-être garder ça pour les moments difficiles, parce qu'il y aura forcément des moments difficiles. Je suis désolée de le dire, mais c'est comme ça. Mais par contre, en revanche, c'est de se dire, voilà, quand en fait vous avez justement un pécule propre, il est beaucoup plus facile d'aller chercher de l'argent en banque parce que vous leur prouvez en disant oui, mais j'ai ce pécule-là, donc vous pouvez me prêter tant, que après quand vous l'avez utilisé et que là quand on vous demande vos fonds propres c'est quoi? Ah ben là vous n'avez plus rien. Donc profitez quand vous en avez. Ça, moi je trouve que c'est donc maintenant c'est vraiment ce que j'ai fait, c'est que dès que j'ai des fonds propres, je demande quand j'ai besoin bien sûr, mais demandez en tout cas, c'est beaucoup plus facile d'avoir des accords bancaires et vous verrez très très rapidement que quand vous demandez au dernier moment quand vous n'avez en effet plus de fonds propres. Donc ça serait le premier, en tout cas des conseils. Et en fait de s'aider en effet de toutes les aides qu'il y a, parce que maintenant entre la BPI, on parlait de Réseau Entreprendre, d'Initiative France, ça peut vraiment permettre d'avoir des fonds. Moi en tout cas j'ai pas hésité en tout cas sur ma seconde société, et c'est un super levier. Merci beaucoup. Et toi Catherine? Osez. En fait, osez dans vos rêves et dans votre projection de ce que vous voulez proposer, que ce soit si vous avez un produit à vendre, etc. Même si vous n'avez pas encore produit, ou etc., allez voir, rencontrer vos futurs clients. Ça va vous permettre de concrétiser, de parler de votre projet à vos prospects. Vous avez défini un projet, vous avez une cible. Même si vous n'êtes pas prête, parce que vous avez encore plein de peur et tout, allez les voir et présenter, dites voilà, moi je voudrais créer ça, je voudrais, etc. Et faites parler les gens. Et vous allez voir en fait toute la générosité du monde qu'on peut avoir quand on pose les bonnes questions avec son cœur et quand on est aligné avec soi-même. Et les gens sont fondamentalement, vos prospects sont fondamentalement les meilleurs connaisseurs. Donc n'hésitez jamais à demander et à dire par mes clients, c'est eux, allez les rencontrer. Et du coup, ça va vous permettre d'affiner votre projet. Moi, osez, n'ayez pas peur, vraiment. La bienveillance est bien plus présente il faut aller la chercher, c'est tout. En étant humble et simple, en expliquant qu'on n'était peut-être pas tout à fait prêt, mais qu'on avait besoin d'entendre et d'écouter. Et là, les gens, ils ont plein de choses à vous apprendre. Enfin, vos futurs prospects. Donc ça, c'est important. Dis-moi. Moi, j'ai 2 conseils supplémentaires. Oui. Alors, le premier, vous l'avez compris, ouvrir plusieurs banques, même quand vous n'avez pas beaucoup de flux, au moins 2. Moi, j'ai fait des conférences aux banquiers, je leur disais, je t'aime moi non plus, vous voyez, parce que c'est vraiment un truc où on les aime, on les déteste, on les réaime, on les déteste. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième, c'est si vous pouvez acheter vos locaux.
même s'ils sont petits au début, etc. Parce que moi, je ne l'ai pas fait, je l'ai regretté, parce que j'avais 300 mètres carrés à Boulogne. En 15 ans, vous le remboursez, hein, vous montez une SCI, enfin, vous voyez avec des avocats, c'est assez facile à faire. Et plutôt que de payer un loyer, vous payez votre crédit pour, à un moment, avoir un bien immobilier. Et je vous assure que c'est important, parce qu'on ne sait jamais comment va se passer la sortie d'une boîte. On vend pas, on n'arrête pas, on la vend bien, on la vend pas bien, on la confie à un industriel pour 1 euro. Enfin, il y a plein de scénarios. Et au moins, avoir de l'immobilier, c'est quelque chose d'assez tangible. Et moi, c'est vrai qu'au bout de 16 ans, j'aurais eu effectivement 300 mètres carrés à Boulogne. Je ne l'ai pas fait, je l'ai regretté. Donc ça, c'est mon deuxième conseil. Même si après, j'avais pris 1000 mètres carrés parce qu'on était plus nombreux, mais j'avais quand même gardé ces 300 mètres carrés. Et puis le troisième conseil, c'est aussi de se dire que effectivement, le parfait est l'ennemi du bien. Tu as raison. Même si vous pensez que tout n'est pas parfait, il faut y aller, il faut se lancer, parce que votre deuxième employeur, après l'investisseur, c'est votre chiffre d'affaires. Voilà, donc le financeur, c'est quand même le chiffre d'affaires. Dès que vous faites du chiffre d'affaires, ça commence à être un peu plus tangible. Ça inspire aussi les autres. Ça permet aux banquiers de se rassurer. Ça permet aux investisseurs de dire c'est chouette, on continue, on voit que ça marche, etc. Donc effectivement, le meilleur vendeur, en plus, c'est vous. Donc il faut vous mettre dans le business de la vente, quoi qu'il arrive au début. Voilà. Très beau conseil, merci. Oui, et puis c'est vrai aussi, souvent on entend quand on a une idée de création de société, on n'ose pas en parler parce qu'on a peur qu'on pique leurs idées. Alors souvent en plus quand on est dans l'innovation. Et non, bien au contraire, comme le dit Catherine, plus on va en parler, plus on va avoir des personnes qui vont nous soutenir. Et par exemple, nous, on a 2 personnes qui nous ont ouvert les portes parce que le domaine du luxe, c'est quand même un domaine assez fermé. Et elles nous ont pris sur leur aile et elles nous ont en fait donné déjà un maximum de possibilités pour atteindre nos prospects. Et ça, en fait, c'est parce qu'on s'est mis à nu quelque part. Et en fait, juste dire d'être humble en disant là, moi, je connais pas le secteur, j'aurais besoin de vous. Parce que voilà, moi, au niveau technique, je sais que c'est bon, mais ce secteur, pourtant j'adore, mais je ne connais personne. Et juste dire ça, elles m'ont dit, je t'ouvre mon carnet d'adresses. Et ça, voilà, si je l'avais pas fait ça, si je l'avais pas dit, peut-être que j'aurais pas réussi. Donc il faut aussi oser, en effet, comme dit Catherine, être soi-même et puis dire quand on ne sait pas. Absolument, et puis ça aussi, ça va vous challenger en permanence. Parce que chacun va apporter sa vision, chacun va apporter ses questions et ça va vous faire avancer. Non, moi, j'aime bien la phrase qui dit « On a toujours plus de chances d'obtenir ce qu'on demande que ce qu'on mérite ». Réfléchissez. Elle est très bonne, cette phrase. Alors, encore faut-il mériter ce qu'on demande. Je rajoute ce petit alinéa. Mais si on ne demande rien... Parce que souvent, les gens n'ont pas d'idée. Moi, je travaille beaucoup sur le réseau. D'ailleurs, ma best-of conférence, c'est le networking. Je la fais à tout le monde. Je la fais à BPI, à CCIF, à tout le monde. Et chaque fois, je dis, mais écoutez, le réseau, c'est fait pour ça. C'est fait, mais il faut leur demander des choses précises. Parce que si vous ne demandez rien, les gens n'ont pas d'idée. N'ont pas d'idée de vous aider, n'ont pas l'idée de business qu'ils peuvent faire avec vous, n'ont pas l'idée de comment ils peuvent vous connecter à un tel, un tel, un tel. Donc, c'est à vous de réfléchir et à vous de demander. Voilà. Et voilà. Après, on n'a pas, mais le non, on l'a déjà. Donc, allons chercher le oui. Merci. J'aimerais qu'on parle maintenant un petit peu de l'accompagnement, justement, et d'Actionnel. Assis, à travers ton histoire de Faso, on a compris tout à l'heure que pour toi, un accompagnement, de manière générale, est indispensable, te paraît indispensable. Et par rapport à l'argent, quel aspect te paraît le plus important ? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, là, déjà, depuis tout à l'heure. Et c'est qu'on est en phase. C'est clairement. Moi, j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que disait entre autres Maëva. Et en fait, si on parle d'éducation financière, c'est que déjà, on n'est pas avec. C'est comme tu disais tout à l'heure, on ne naît pas chef d'entreprise, on ne naît pas avec une éducation financière déjà innée, quoi. Et donc, il faut aller chercher l'information. Il y a déjà besoin de faire preuve soi-même de curiosité et d'ouverture d'esprit, de se dire, OK, j'ai grandi peut-être dans un certain environnement où la sécurité est importante, et déjà juste de se dire, effectivement, au contact du réseau, en discutant avec les uns et les autres, juste d'ouvrir, je parlais d'ouvrir les chakras tout à l'heure, mais vraiment juste ouvrir le champ des possibles et se dire, OK, il y a d'autres façons d'envisager la chose. Et ensuite, le fait d'être entouré, d'être accompagné, ça permet justement de dépasser les limites qu'on se met nous-mêmes. Et seul, on est très vite limité. C'est au contact des autres qu'on fait progresser notre mindset, notre façon d'imaginer les choses et qu'on s'autorise à aller ailleurs.
Alors, de manière très concrète, Frédéric et Catherine, vous vous êtes fait accompagner par Actionnel sur vos projets respectifs. En quoi cet accompagnement vous a vraiment servi quelque chose? Alors moi, en fait, au bout de la 3e année de création, j'ai eu un syndrome qui était la solitude de l'entrepreneuriat. Mais alors, j'avais l'impression, alors en plus j'étais jeune maman, mais je me suis sentie avancée, mais hyper seule. Mon mari, ça l'intéressait absolument pas ce que je faisais. Donc, et je prenais des risques. J'avais l'impression d'être dans un chemin de solitude. Et j'ai eu besoin d'ouvrir, parce on est beaucoup dans la réflexion, on se teste, etc. Et en fait, j'ai regardé, je suis allée sur un salon des entrepreneurs. Ah oui, c'est ça, je m'en rappelle maintenant. Salon des entrepreneurs, le fameux salon. Go Entrepreneur maintenant. Ça s'appelle comme ça. Ah oui, elle y tient, Azilis, donc c'est ma copine. Go Entrepreneur. Alors, je suis allée traîner dans ce salon, parce que j'avais besoin de logiciels de comptabilité, j'avais besoin de trucs comme ça. Et là, je suis tombée sur il y avait des stands de nanas qui étaient un peu rigolotes, comme ça, qui étaient là, ouais, entreprendre pour les femmes et tout. J'étais, ah ouais, ça existe, ça, etc. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Cécile. J'ai discuté avec Cécile Barry, qui était, voilà, et la fondatrice, voilà, directrice de... Et alors qui m'a embarqué sur son truc là comme ça, et après ça a été une vraie bouffée d'oxygène, et surtout de pouvoir échanger avec d'autres et de pouvoir se dire mais en fait ta galère t'es pas toute seule, t'en as plein qui la partagent, et puis une autre façon de fonctionner entre femmes qui était moins complexe, c'est-à-dire qu'on est moins complexé. On a des mecs, surtout chefs d'entreprise, ils sont hyper comme ça, baraque et tout. Tu dis ouais, ça roule pour toi, ouais, c'est pas toujours facile, mais et du coup cette posture là, donc voilà, je me sentais d'un coup, j'avais l'impression de pouvoir être moi-même complètement sans en avoir honte. Donc sans en être complexée partout. Donc c'était ça qui était bien, et elle m'ont très vite décomplexée. Et pour ça, psychologiquement, même après on parlera des outils, on peut parler de plein de choses, mais cet aspect psychologique et de posture était important. De soutien. Ouais. Et mental. de coller. Ouais, exactement. Le soutien mental, ouais. Et toi, Frédéric? Alors moi je suis venue parce que c'est vrai, pareil, solitude, mais aussi à me demander comment aussi je pouvais transmettre, parce que j'ai toujours aimé transmettre, et donc c'était les deux choses, parce que quand on est seul, on se dit ça donne aucune idée, et le fait d'être rentré dans le réseau, en plus 2 ans après, elles m'ont demandé de faire le challenge ambitionnel, chose que j'ai fait, non, mais si, mais non, si, bon, bref, voilà, donc, bon, je suis contente, je l'ai gagné, donc après, j'étais bien contente, et en fait, Actionnel aussi m'a permis de voir comment faire du réseau. Chose bien importante, puisque c'est vrai que quand on reste seul, on ne sait pas forcément comment faire du réseau. Donc, premièrement, apprendre à faire du réseau. Après, la seconde chose que j'ai faite, c'est le fait de voir comment c'est un réseau. J'ai fait mon propre réseau parce que j'ai fait après mon collectif d'indépendants pour éviter d'être seul. Donc, ça m'a permis aussi d'être entouré et de grandir, en tout cas sur la première société. Et puis, la troisième chose, pouvoir transmettre, puisque en tant que bénévole, je pouvais aussi donner tout ce qu'elle me donnait. Donc, c'était 50-50. Et c'était important. Et là, je me sentais aussi épanouie, et je servais aussi dans mon entreprise, mais je servais aussi d'autres entrepreneurs, et je trouvais que c'était hyper enrichissant des deux côtés. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis restée dans ce réseau, et c'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui, mais parce que je trouve que ça m'a apporté énormément. Et je trouve que par rapport à d'autres réseaux que j'ai pu faire, en effet, comme le dit Catherine, le réseau vraiment Actionnel, c'est qu'on peut être soi-même. On n'a pas besoin de se dire oh, je fais une image, parce que oui, je fais des réseaux mixtes où là, en effet, on est toujours obligé de montrer ouais, je suis super bien, ça va toujours bien, je suis super au top. On ne peut pas toujours être au top. Et en fait, chez Actionnel, c'est que ouais, le jour où on a envie de faire la gueule, où on n'est pas au top, on peut venir comme ça, on peut dire ouais, aujourd'hui ça va pas parce que j'ai ça. Et chose qu'on peut moins se permettre, en tout cas en tant que femme, de le faire dans d'autres réseaux. Et ça, j'ai trouvé que c'était super. Sandra, je sais que ça brûle. Non, c'est parce que moi, je n'ai pas été accompagnée par Actionnel. Non, mais justement, je le regrette. voilà, merci. Mais j'ai eu d'autres réseaux qui m'ont accompagnée. Et puis maintenant, je suis beaucoup dans les réseaux d'accompagnement, forcément, je fais l'inverse. Donc je pense qu'il y a une vraie générosité des entrepreneurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un proverbe aussi, excusez-moi, mais j'ai des phrases clés. Quand on s'analyse, on s'inquiète.
Et quand on se compare, on se rassure. Et ça, c'est vrai. Chaque fois on regarde, on dit tiens, il y a ça, je le fais pas bien, tiens, ça, j'ai pas, tiens, ça, je suis pas en forme, tiens, ça, je me sens seule, etc. Et en fait, quand on va discuter avec d'autres dans les réseaux, que ce soit des réseaux d'accompagnement, ou des soirées, des cocktails, des prix, des trophées, peu importe, on se rend compte que on n'est pas si mal, voire même parfois on est meilleur parce qu'on se compare à d'autres et on voit qu'on fait les choses bien, qu'on gère bien, qu'on a le bon tableau, qu'on a fait des financements, qu'on a, etc., etc. Donc c'est important de se comparer, on va dire, assez régulièrement à ses pairs, d'autant que dans les réseaux, il y a une vraie générosité. C'est rare qu'on soit là pour uniquement prendre, on donne, on reçoit, enfin c'est très bilatéral. Et donc c'est important parce que la solitude, ça existe et c'est une vraie réalité. Moi j'ai eu des business angels qui m'ont pas mal accompagnée, donc je me sentais pas forcément seule. Mon mari était très accompagnant aussi, mes amis aussi. Là c'est pareil, ce que disait, c'est vrai. Hein. Pourquoi tu pars de chez Coca-Cola? Tu as une carrière comme ça, etc. Et en fait moi j'ai un peu évacué tous ceux qui me disaient que j'allais louper, que c'était pas bien, que c'était une folie. Et j'ai gardé ceux qui m'ont encouragée, voire même ceux à qui avaient ce comportement négatif, il faut leur dire, essaie juste de transformer en positif en fait. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour m'aider? Là aussi, comme ils n'ont pas d'idée, finalement, ils vont dire, oui, c'est vrai. Moi, j'étais chez Coach Invest à un moment, puis tous les matins, c'était la crise, les tours étaient tombés là en 2001, et ils venaient me dire, oh là, Sandra, attention au cash, attention au truc, oh là là, machin, t'as combien de salariés et tout ça. Je dis, écoute, au lieu de m'angoisser tous les matins, parce qu'on se croise au café, j'ai deux options, soit je viens plus boire de café, ça c'est pas possible, soit tu m'encourages et tu me dis comment tu peux m'aider. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a 20 business angels dans ce club, fais une réunion, tout le monde peut nous aider. Je sais que tu connais des banquiers, fais des connexions, ça va nous aider. Voilà, trouve des idées pour nous aider plutôt que de m'expliquer que je vais rater. Voilà. Et là, ça change de paradigme et je vous assure que les gens se disent, bah ouais, c'est quand même plus sympa d'être positif et d'aider. Extraordinaire. Merci beaucoup pour tes conseils. Est-ce que tu as un livre, tu as dit, ça s'appelle comment? Non, ça c'est pour le réseautage. Ils sont un peu vieux les livres, il y en a un que j'ai sorti en 2010, ça s'appelle Entreprendre un peu, beaucoup, passionnément. Alors ce livre est assez incroyable parce que j'y ai vraiment mis tout ce que j'avais appris, parce que j'étais pas née entrepreneur, et puis j'avais fait 11 ans de Coca-Cola, et tous mes copains étaient dans des grands groupes. Parce qu'à l'époque quand même, l'entrepreneuriat avait moins le vent en poupe que maintenant. Moi je vois l'évolution depuis 23 ans, ne serait-ce qu'au niveau des réseaux d'accompagnement, c'est fabuleux. Je veux dire, maintenant, je ne sais pas depuis quand vous créez ou si vous démarrez, vous avez démarré depuis 3-4 ans, etc. Moi, il y a 23 ans, c'est vrai que ça ne me rajeunit pas, mais il y a 23 ans, il y avait beaucoup moins de réseaux. Il y avait des réseaux de business angel, mais voilà, il n'y avait pas grand-chose. Donc, entreprendre un peu, beaucoup passionnément, je l'ai, voilà, il est peut-être en occasion sur Amazon. Et le deuxième, c'est #ambition, que j'ai sorti en 2016. Là aussi, il y en a peut-être encore quelques-uns sur Amazon, mais plutôt en occasion. Et là aussi, c'est parce que quand on dit de quelqu'un, elle est ambitieuse, ou il est ambitieux, c'est une petite critique sournoise quand même, surtout en France. Et quand on dit elle a aucune ambition, alors c'est la grosse critique. Alors je me suis dit, là il y a quand même un problème. Et moi j'adore ce mot ambition. Donc avec une entrepreneure amie, Evelyne Patny-Cohen, on lui a redonné quelques lettres de noblesse pour dire l'ambition c'est un beau projet. Voilà. J'aimerais terminer sur ambitionnel, justement, sur actionnel. Deux questions à une, vous répondez comme vous le souhaitez. J'aimerais savoir comment, donc, actionnel accompagne les femmes vraiment concrètement sur l'argent. Est-ce que vous avez une success story, peut-être, pour illustrer ça? Alors, comment on accompagne sur l'argent? En fait, c'est un sujet qui va être abordé en filigrane. En fait, c'est pas un point qu'on va aborder en une seule fois et puis c'est fini. On va l'aborder à plusieurs étapes de la création et de différentes manières. Pour les personnes qui sont en phase de création, donc qui sont porteuses de projets, on a un parcours d'accompagnement dédié où là, le but justement, c'est entre autres de travailler la vision de l'entreprise et travailler sur le business plan. Encore une fois, je rebondis, Maëva, tu es dans mon champ de vision, mais tu en as parlé tout à l'heure, c'est essayer de se projeter un petit peu plus loin que là, le bout de son nez, et de se dire qu'est-ce que je vais faire l'année à venir. Donc ça, c'est pour les porteuses de projets. Après, pour les jeunes créatrices, dans les 3 premières années, on a un parcours dédié aussi qui s'appelle Jeunes Pousses. Et l'objectif, c'est justement de poser les bases, mettre les entrepreneurs dans les bons rails pour démarrer justement dans les meilleures conditions. Et on a également un atelier qu'on propose sous forme de jeu, qui s'appelle Crésus.
et qui est un jeu qui projette voilà, directement, on met les mains dans le cambouis pendant 3 heures, on s'imagine en train de créer une boîte et on passe par tous les aléas, voilà, tout ce qu'on n'aurait pas pu imaginer, qu'est-ce qu'il faut anticiper, etc. Et là, c'est vraiment, on aborde pile poil des notions d'éducation financière, mais de manière un peu ludique. Voilà. Très, très bien. Et d'ailleurs, l'atelier, on l'a fait grâce à la Fédération bancaire française, hein, qui nous a fait donc le Crésus de Dilemme. Et donc, on est toutes maintenant animatrices pour pouvoir aider justement les chefs d'entreprise, mais de manière ludique. Mais surtout par rapport à ces deux parcours, ce qui est bien, c'est qu'au final, il y a un jury qui vous fait passer comme si vous étiez devant justement des financiers pour pouvoir dire, en gros, on va dire go ou no go, mais quand on dit no go, c'est juste reprenez peut-être telle ou telle étape pour que vous soyez plus pérenne pour aller demander des financements. Mais c'est juste pour vous mettre en situation, parce que je trouve que c'est aussi la force. Souvent, les femmes, quand elles vont chercher du financement au niveau des banques ou des investisseurs, se disent oh là là, je vais pas demander beaucoup, je vais demander juste non, du tout. Jamais. C'est terminé. Vous demandez plus et vous mettez au moins 20% de plus. Parce qu'on ne sait jamais les aléas qu'il peut avoir derrière. Donc, il faut demander, bien demander, être sûr de soi, être sûr de ses chiffres, connaître ses chiffres. Ça montre que vous êtes vraiment, que c'est vous qui dirigez, qui pilotez l'entreprise. Et en fait, c'est juste d'avoir ces notions-là qui font que vous serez pérenne, rassuré devant un investisseur, un banquier. Voilà. Et pour confirmer ce que tu dis, Frédéric, quand vous demandez 50 000 euros, on va se dire, bon, ben, c'est un petit projet. C'est sympa, mais c'est un petit projet. Vous demandez 500 000 euros, on va dire, on veut y être parce que ça a l'air super ambitieux. Puis en plus, vous expliquez que ça, c'est la première levée. Vous allez faire une série A dans 2 ans à 4 millions d'euros et une série B à 15 millions d'euros après. Et l'air de rien, les gens vous suivent plus, quoi. C'est bête, hein, mais ça mérite de le dire. Très bon conseil. Ben, j'aimerais bien terminer là-dessus sur voyons grand, parce que c'est vraiment ça le message. Et s'il y a un replay, j'aimerais bien avoir une liste de tous les conseils qu'il y a eu pendant cette table ronde, parce que je les ai trouvés assez extraordinaires. Mesdames, je vous remercie beaucoup. Vous pouvez vous rasseoir. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, effectivement, il y a eu plein de conseils que j'aurais bien aimé retenir. Je les ai tous quasi oubliés depuis. J'espère qu'ils vont me revenir. Vous, qu'est-ce que vous avez retenu? C'est quoi le conseil qui vous a le plus marqué ou touché? Balancez. Pardon? Oser. Oser. Quoi d'autre? Demander, ouais. Oser, demander. Pardon? Oui, exactement. Pardon? Oui, ouverture d'esprit, absolument. Et demandez beaucoup plus que vous en avez besoin. Ça, j'ai beaucoup aimé ça aussi, c'est vrai. Parce que c'est vrai, ça va avec tout ce qu'on a entendu tout à l'heure. On a tendance à voir plus petit, bah, voyons plus grand, plus grand, plus grand, et voyons beaucoup plus grand. Et comme ça, au moins, bah, vous aurez la latitude de faire tout ce que vous avez envie de faire.